Bonjour tout le monde, bonjour à ceux qui sont arrivés. Salut Claire. Ah, je vois que tu te prépares, ça y est, tu as réussi à rejoindre. Salut Martin. Hello, tu vas bien? Bien et toi? Ouais, nickel, nickel. Du coup, Welcome. ça a commencé le direct? Oui, je l'ai fait en fait tu vois, pour qu'on puisse se connecter, etc. T'es obligé de tout lancer, donc effectivement, j'ai lancé ça. On va attendre de toute façon que les personnes se connectent petit à petit. Ce que je te propose, ça te va? Comment c'était dit si tu partages ton écran? Ouais, je fais un essai là Ouais, top. et j'ai ma tablette pour avoir mes notes Trop bien. parce que du coup, je pense que c'est à moi de tourner les slides. Oui. Ok. Ouais. On va attendre. Bon, bah nickel, hein, le setup est parfait. On va attendre. Tu m'entends bien, tout ça, ouais, nickel. Ouais, génial. On va attendre que les personnes se connectent petit à petit. Parfait. J'arrive. Ah ouais. Je pense tout à l'heure. Ah, le partage d'écran a sauté. Euh, Oui, je l'ai enlevé 2 secondes. Je suis en train de. Ok. Je l'ai enlevé 2 secondes, c'est moi, ouais. Tu veux que je le remette? Non, pas de souci, mais il faudra juste que tu partages tout ton écran et pas que l'onglet. Je crois que tu dois avoir un choix là-dessus. C'est pour ça qu'il y a un fond noir et que la presse est en plus petit. Sinon, c'est la presse Ah, en grand format. alors, j'aime pas trop faire ça. Ah, pardon. Euh, Euh, Tac. Parce que le problème, c'est qu'après, je peux plus te voir. Ah ouais. Euh, Bah écoute, au pire, c'est pas grave, parce que je pense qu'il vaut mieux t'entendre. On peut partager un petit. Parce que là, si je la lance, c'est bon. Ah ouais, là, c'est bon. Le problème, c'est que là, moi, je te vois pas. Ah oui, c'est pas très agréable. Bah écoute, Ouais. on remet un petit format comme c'était. Euh, Alors, attends. on Il y a fait. peut-être un, il y a peut-être un moyen. Je vais couper mes mails déjà. On peut aller. Alors, est-ce que nous avons du monde? Nous avons déjà 2 personnes. 13 participants là, j'ai pour l'instant. Ah, moi, j'ai que ceux qui disent coucou. Ouais. Je vais voir si je peux faire quelque chose comme ça. Nickel, bah là c'est en plus petit, mais c'est pas grave, on lit très bien, donc ça ira. Puis l'objectif du live, c'est d'écouter. Bah écoute, je te propose qu'on démarre, Claire, si ça te va. C'est parti. Top. Bah du coup, bienvenue tout le monde. On a déjà un peu plus de 16 connexions avant le démarrage. Donc merci à tous ceux qui sont là. Du coup, une nouvelle session du Bourbier. Pour rappel, hein, le Bourbier, c'est un live qui nous permet chez Advisory de partager avec des responsables, notamment de la communauté produit, mais pas que, pour parler de sujets produits. Aujourd'hui, sujet assez original qui est proposé toujours par les speakers, et on a le plaisir d'accueillir une speakeuse aujourd'hui, donc Claire Idlo. Merci Claire d'être présente à nos côtés et à mes côtés pour discuter de tout ça, avec voilà un Hello. sujet. Coucou. Un sujet, et tu en parleras mieux que moi, puisque c'est ce que tu as vécu récemment, autour des difficultés, des challenges,
et des apprentissages qu'on peut tirer d'une recherche d'emploi, et qu'on va beaucoup parler que la recherche d'emploi, notamment dans le domaine du produit, c'est pas un sujet à sous-estimer. Loin de là. Donc, ce qui est chouette, c'est que tu vas pouvoir en parler et expliquer un petit peu tous les feedbacks que tu as eus. Donc, pour rappel, hein, les bourbiers, c'est un nom très négatif pour raconter les défis, les difficultés qu'on peut vivre au quotidien, être transparent là-dessus, le partager, mais aussi permettre d'avoir une prise de recul pour vous partager les meilleurs apprentissages qu'on fait de situations difficiles et de situations complexes. On a des challenges dans le domaine du produit. Donc voilà pour rappel. Petite aparté avant que Claire se présente et qu'on avance. Donc 2 sujets. Le premier, c'est que vous êtes en live, donc posez toutes vos questions à Claire. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le rôle de facilitateur sur le sujet. Donc je prendrai vos questions. S'il n'y en a pas beaucoup, on aura la chance de les prendre une par une. Si vous êtes hyper curieux et que vous avez plein de questions pour Claire, j'essaierai de les agréger soit par grande thématique, soit de les sélectionner pour prendre ce qui nous paraît le plus pertinent, ou vu qu'on a bien travaillé notre sujet avec Claire, ce qui n'est pas anticipé dans les futures réponses. Donc voilà, donc bienvenue à tous. Le Bourbier, c'est animé par Upvisory, dont je suis l'un des cofondateurs et le CEO, qui est une agence conseil très rapidement spécialisée dans le product management. Nous sommes 150 product people, coach senior pour construire et monter des organisations produits, des product managers, product owners, des product designers, des product engineers qui travaillent de manière individuelle ou ensemble pour accompagner nos clients à avoir de l'impact et à faire des produits qui ont du sens et qui apportent de la valeur pour eux et pour leurs utilisateurs. Et évidemment, on fait ces sessions dans le cadre du campus, qui est notre institut de formation, qui nous permet de nous former, d'accompagner la montée en compétences des product people. Donc, si jamais vous avez envie de vous former, de développer vos compétences dans le domaine du produit, n'hésitez pas, on est là pour y répondre. Voilà, passé le petit branding, le petit panneau publicitaire, je propose qu'on rentre tout de suite, puisque c'est l'objet de ce live, dans le concret. Et Claire, ce que je vais t'inviter naturellement, c'est de te présenter, nous raconter un peu qui tu es. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui te connaissent dans le monde du produit et qui sont peut-être là aussi à nous écouter aujourd'hui, vu que là, on est monté à plus de 20 participants déjà, donc ça, c'est chouette. Et du coup, nous expliquer pourquoi tu avais envie de parler de cette thématique quand on s'est contacté et que tu m'as fait le plaisir et l'honneur d'être ici. Tout à fait. Déjà, merci à vous déjà d'oser, en effet, aller sur des thématiques qui sont moins communes et de m'avoir invité à en partager une. Donc, je m'appelle Claire Edlot, j'habite Bordeaux. Je suis actuellement dans une phase de freelance. Enfin, j'ai déjà retrouvé un CDI parce que mon souhait n'était pas de rester en freelance, mais on en parlera sur la fin, sur des postes de product leader. J'ai rencontré le produit en 2014. Je bosse dans le digital depuis début 2007. Je dis j'ai rencontré parce que c'est Une historique. d'aller voilà, un historique, d'aller sur de l'agilité qui a mis en avant les postes de product owner et qui a commencé à attirer l'attention sur le rôle d'un produit dans une entreprise. Je suis passée par des grands groupes, des plus petits. J'ai fait beaucoup d'années, presque 10, chez Cdiscount, qui est un B2C retail e-commerce très connu français. Et après, j'ai fait un peu de B2B dans du SaaS CRM messaging, du B2C chez Deezer, mais sur le côté expérimentation. Donc, tout sauf Deezer. Et dernière expérience en date, c'était chez Live Mentor, une boîte de LedTech qui forme des entrepreneurs à le devenir. Donc, un parcours assez varié. L'histoire de ce parcours, c'était de découvrir différents marchés, différentes tailles d'entreprises, différentes cultures produits, différentes activités pour enrichir une grande boîte à outils d'expérience, on va dire ça comme ça, et pour me mettre sur des rails d'une nouvelle fonction et d'un nouveau marché à nouveau, mais tout en essayant de capitaliser sur ce qui a été acquis au préalable. Je suis actuellement mentor pour un collectif Women in Tech
qui a été à l'initiative de Ouais. plusieurs personnes C'est monté pour récemment, non? C'est ça, hein? c'est assez récent. Alors, Women Tech, c'est plus vieux, mais cette initiative de mentoring Mmh. mentor des femmes, plus jeunes femmes, qui sont dans le produit et qui ont besoin, pas besoin, mais en tout cas qui méritent un accompagnement quand elles ne peuvent pas forcément l'avoir parce que y a des gens qui sont dans le produit, mais où il n'y a pas de leader produit, par exemple. Donc, voilà, je voulais parler de ce collectif parce que c'est, si vous avez envie, vous aussi, d'être dans le partage et d'accompagner des plus jeunes et des femmes pour qu'elles soient un peu plus, on va dire, euh, pas armées parce que c'est pas un combat, mais en tout cas outillées pour rentrer dans ce monde de la tech Mmh. et du produit. Et voilà, bientôt je reprendrai un rôle de CPO le mois prochain, donc j'en parlerai juste à la fin. Ouais, c'est ça. Tu voulais justement teaser sur cette nouvelle prise de poste et ça faisait l'objet. Et ça me permet d'introduire le sujet hein, que tu as vécu un bourbier, les méandres de la recherche d'emploi qui, on en sourit, on en rigole, mais qui a été, je pense que tu veux en parler, une phase difficile, une phase critique pour toi, mais qui peut être vécue par n'importe qui et qui est surtout pas à prendre à la légèreté. Et c'est vrai qu'on avait, sans partir dans un sujet dépressif, envie de parler de ça parce que c'est un sujet qui est parfois pris, on va dire, un peu à la légèreté. Aujourd'hui, les gens changent facilement de job, naviguent facilement d'un job à l'autre. Et en vrai, c'est pas si évident que ça. Plus on prend de l'expérience aussi, plus ça peut être complexe, puisqu'on cherche des choses de plus en plus fines, de plus en plus particulières. Donc voilà, je crois que tu voulais aborder ce sujet et je trouvais ça, comme tu le disais, intéressant, osé, parce que pour nous, c'est vrai que c'est un sujet original. Pour toi, c'est un sujet quand même où tu te dévoiles quelque part dans ton parcours et ton intimité, et je trouve ça vraiment courageux de faire ça. Donc voilà, c'était peut-être la thématique qu'on aborde et aujourd'hui qui est un peu derrière toi, puisque voilà, c'est ce que tu voulais dire, que peut-être en fin de webinaire, on aura le plaisir de savoir quelle sera ta prochaine aventure. Tout à fait. C'est vrai qu'on a choisi ce sujet quand on s'est rencontrés, on a parlé de plusieurs choses qui étaient en lien avec mon parcours et l'expérience de vie que je traversais en tant que freelance. Oui, rechercher un emploi, il y a 2 axes, hein, je vais passer à ma slide d'après, mais je vais Mm. commencer à introduire, il y a eu plusieurs choses qui se sont mêlées. Une recherche d'emploi, elle est décidée ou elle est, entre guillemets, un peu plus subie. Voilà, moi, mon cas, c'est qu'elle a été, entre guillemets, un peu subie, c'est-à-dire, quand j'ai rejoint Live Mentor, après quelques mois de travail ensemble, on a décidé de désinvestir, globalement dans la tech. Donc, j'ai quitté Live Mentor en bons termes, mais j'ai quand même quitté Live Mentor, donc je n'avais pas préparé le coup d'après. Ça m'était jamais arrivé en réalité dans ma carrière. Donc, c'était quelque chose de nouveau pour moi et c'est vrai qu'on parle assez peu finalement de cette démarche de recherche, alors que je pense que mon expérience de ces derniers mois me l'a fait voir. Il y a plein de gens dans cette démarche-là qui rencontrent des difficultés et qui en parlent peu. Donc on en parle à son entourage personnel souvent parce qu'ils sont bien au courant. Mais dans le réseau professionnel, c'est pas quelque chose qu'on exprime. Je me rappelle d'ailleurs, à un moment donné, avoir mis une petite étiquette open to work sur LinkedIn. Et il y a des cabinets de recrutement qui m'aidaient, enfin qui essayaient de m'aider à trouver un job, qui m'avaient dit il faut l'enlever, ça se fait pas, c'est pas très valorisant. Donc en fait, voilà, c'est assez tabou finalement de chercher un job. On dirait Mm. que c'est quelque chose de négatif. On semblerait être plus attractif quand on est en poste. En soi, je peux le comprendre, mais du coup, je suis là pour en parler et enlever un peu les tabous qu'il y a autour de ça. Euh, Ce que j'ai rencontré en arrivant sur le marché de l'emploi, ça a été de dire, OK, on est dans un secteur tech où il y a énormément de jobs ouverts. Du coup, il y a un effet de masse, hein, tout le monde c'est autant à un moment donné, on a manqué, mais il y a beaucoup de gens qui se sont engouffrés aussi dans ces métiers-là. Il y a Mm. beaucoup de marchés différents, donc on peut arriver aussi d'autres horizons spécifiques sur un marché et le rejoindre et puis rencontrer le produit et la tech. Euh, on parle d'une guerre des talents. Je pense qu'en effet, il y a énormément de monde aujourd'hui. J'en parlerai juste après. J'ai fait des petites recherches pour voir combien il y avait à peu près de jobs open. C'est dingue, il y a énormément de places à prendre. Mm. Donc il faut juste en avoir conscience et je dirais qu'en effet, dans une recherche d'emploi, entre guillemets un peu subie, même celle que vous décidez, je trouve ça intéressant de prendre conscience qu'il y a beaucoup de monde et que du coup, on doit aussi se battre et fournir l'effort de travail à la hauteur du job qu'on souhaite avoir. Il faut être prêt.
je pense que moi, j'étais pas prête. Je suis Mmh. partie assez vite dans la recherche d'emploi, j'étais pas encore prête, parce que j'avais pas peaufiné mon CV. On me parlait qu'en tant que product, il fallait faire un portfolio. Je trouvais ça bien, mais je savais pas trop comment l'aborder parce que je fais pas de design, je suis assez nulle en design, donc je n'arrivais pas à comprendre de quoi il s'agissait. Mmh. Il faut pas raconter de bêtises parce que ce que vous allez envoyer de vous en entretien, c'est comme ça que vous allez arriver. Donc, il faut être fidèle à soi, entre guillemets, dans un entretien de recrutement, dans tout le parcours qu'on va vous proposer. Donc, Mmh. ça, faut avoir un peu aussi mouliné, peut-être avoir fait un ou deux parcours pour se rendre compte que c'est important d'être aligné du début à la fin. Et la fin, c'est le début d'une nouvelle aventure, c'est quand vous prenez votre job. Voilà. Et bien comprendre ce qu'on vaut. Ce qu'on vaut, c'est pas que les autres qui vous diront ce que vous valez. Vous devez savoir, et je pense qu'inconsciemment, on sait tous ce qu'on vaut, on sait tous là où on met moins d'efforts, là où on en met beaucoup. Par des retours d'expérience. Moi, je lisais des anciennes cartes de mes collègues quand je suis partie, pas toutes, hein, parce qu'elles n'ont pas toutes été bien, mais en tout cas, il y a eu des phases dans ma carrière où c'était bien, et je relisais ça pour me rappeler voilà, qu'il y avait des choses, il fallait que j'intègre, je le valais. On parle beaucoup de syndrome de l'imposteur dans notre milieu. Oui. C'est important de relire des choses. Le portfolio aussi, il a un peu cette vocation de remettre sur table ce que vous avez fait, parce qu'on est les mieux placés pour en parler et le dire. Mmh. Et enfin, ça a été plus simple pour moi très vite, au bout de 2-3 déceptions ou heurts sur des process, des rencontres, de me dire, en fait, qu'est-ce que je veux pas? Je vais plutôt commencer par ce que je veux pas versus ce que je veux, parce que ce que je veux, c'est trop large. Je dis que je veux pas, par exemple, je dis que je veux pas du B2B, et puis je Mmh. rencontre une super boîte B2B et je me dis: «Ah, ça peut être pas mal», et je commence à me chercher des excuses. Donc écartez plutôt ce que vous voulez pas, ça sera moins restrictif, mais plus évident et plus aligné avec vous-même. En tout cas, moi, c'est le cheminement. Donc ça, voilà, c'était un peu le Mmh. panorama du début de la recherche d'emploi. Encore une fois, qu'elle soit décidée Ouais, ou ouais, 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 c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que je pense que tu as un fait générateur qui est incroyable. C'est que c'était, comme tu le dis, quelque part, entre guillemets, même d'un commun accord, même dans la bonne entente, une recherche subie. T'étais pas préparé, etc. Ah oui, Elvis, qui est un des participants, me demande c'était en quelle année ta recherche d'emploi. Donc, on peut dire que c'était ouais. tout récent, Là, hein. c'est de septembre à décembre, les 4 derniers mois de 2022. Voilà. Donc, on est sur du pur frais Ouais. là-dessus. Moi, j'ai deux questions pour toi pour vraiment creuser les deux, trois pistes là que tu as données. Déjà, parce que vu que ça a été une recherche, entre guillemets, comme tu dis, un peu subie, c'est-à-dire que tu n'étais pas en job en cherchant et en disant je change de job pour X raison. Euh, Déjà, de ce moment où tu t'es dit je suis pas prête, au moment où tu as été prête à se dire ok, là, je peux faire des process. Je suis un peu cadré, mon CV est prêt, je suis prêt psychologiquement, etc. Déjà, combien de temps ça a mis? Parce que je pense que c'est intéressant d'avoir ça et d'avoir après aussi l'ensemble du flux ou du process, quoi, entre guillemets, c'est-à-dire ce temps de préparation psychologique et matériel dans les. Je ne sais pas si on peut appeler ça dans les livrables, mais bon, voilà. Et s'il te fallait un portfolio, il te fallait un portfolio. S'il te fallait un CV prêt et à jour, il te fallait un CV prêt à jour dont tu étais fier. Combien de temps ça a mis et après combien de temps de process tu as eu d'entretien Mm. pour arriver jusqu'au job, sachant que tu es quand même voilà, une des personnes les plus expérimentées qu'on a sur du produit. Voilà, donc c'est pas. Enfin, t'es pas dans le mass market quand même, tu vois, si je puis dire. Alors, oui et non, mais du coup, quand on n'est pas dans le mass market, la difficulté, c'est qu'en réalité, il y a assez peu de place. Ouais. Et puis, on est dans une ère aussi où les leaders les product leaders qui sont en place, souvent, en effet, c'est des gens qui ont un tout petit peu plus de bouteilles. Et on est moins sur des postes changeants. C'est-à-dire que c'est pas des gens. Aujourd'hui, je peux comprendre que le marché, par exemple, des PM, il move très vite. Les gens sont attirés par d'autres boîtes, ils sont déçus pour X ou Y raison, ou c'est trop gros, ou c'est trop petit, ou il faut trop tout faire, ou il faut trop être spécialisé. Bref, pour diverses raisons, des changements d'éthique, de vie, de mode de travail, il y a beaucoup de turnover chez les PM. Dans les rôles de product leader, finalement, il y a moins d'ouverture et les gens restent plus longtemps. Donc, on arrive rarement sur des créations de postes, ça n'existe pas. On arrive sur du remplacement qui est déjà acté. Il y en a peu. Donc, c'est pour ça le ready. Moi, je pense que j'ai mis, pour répondre à ta question, vraiment ready, je pense qu'il s'est bien passé 1 mois et demi, 2 mois.
Je pense que je pensais que j'étais prête bien avant. Je pense que j'étais prête au bout de 15 jours, mais en réalité, j'ai été prête au bout d'un mois et demi. Donc déjà, tous les process que j'ai faits en septembre et jusqu'à mi-octobre, je pense que je n'étais pas prête, moi personnellement, à reprendre une recherche décidée, c'est-à-dire que je décidais moi, pas des trucs où je m'engouffrais parce que c'était bien de connecter, d'avoir des process, de voir s'il y avait des signaux positifs, si quand j'envoyais mon CV, il y avait de la réponse, si je rentrais dans des process, si je passais les steps. Donc voilà, et ça, je dirais, c'est pas grave parce que j'ai vécu les choses comme ça. Mais si je devais le refaire, je prendrais vraiment un bon mois pour moi où je travaille sur moi, mon parcours, mon CV, ce que je vaux, ce que je ne veux pas, et cetera, et cetera. Et j'irai attaquer des process dans cet angle-là, mais en ayant fait ce travail-là. Moi, j'avais un petit syndrome que j'ai toujours eu. S'il y a des gens qui me connaissent ici, ils rigoleront, mais j'ai toujours eu un petit syndrome sur l'anglais, bien que j'ai eu travaillé full en anglais, voilà, notamment chez Deezer. Donc, j'avais pris une coach anglaise pour me reconnecter à l'anglais, me dire que je pouvais faire dans mes procès, j'allais faire des interviews en anglais, donc je voulais être prête. Et en fait, cette personne, donc j'ai financé ça avec mon CPF, c'était 1 heure par semaine, ça m'imposait du travail entre les semaines. Et cette personne, elle m'a guidée parce qu'en fait, à la base, elle était coach d'anglais pour plutôt des rôles de top management. Mais ça, c'est tombé par hasard, je ne savais pas. Et quand elle a compris pourquoi je voulais me reconnecter à l'anglais, parler anglais, elle a compris que j'étais dans une recherche d'emploi et en fait, elle m'a aidée à pitcher comme si je faisais mon premier rendez-vous de process en anglais. Et en fait, et je lui ai dit à la fin, ce qu'elle a fait aussi, c'est qu'au-delà de l'anglais et de connecter à ça, elle m'a permis en fait, de travailler sur mon pitch personnel. Et encore une fois, en tant que leader, mais même parfois dans n'importe quel rôle, on a du mal à aller s'exposer, présenter son pitch, prendre les retours, c'est difficile. C'est difficile parce que si vous le faites à des gens qui vous aiment beaucoup, vos amis, votre conjoint, ils sont gentils avec vous, donc globalement, ils vont pas trop vous casser. Par contre, dans le monde pro, il y a des retours à prendre, c'est trop long, c'est pas assez si, là je te reconnais pas, là on s'en fout, là c'est tu dois donner envie mais pas donner ce détail. C'est des choses qui, waouh, moi au début je me disais mince, mon pitch est vraiment mauvais. Et donc elle m'a aidée, donc il faut pas hésiter à se faire aider aussi sur ce genre de choses. Et elle m'a aidée aussi à choisir mes critères parce qu'en parlant avec elle, et notamment sur ce que je ne veux pas, je m'étais finalement dressé une liste de critères. Au moment où je me suis sentie prête, j'ai commencé à filtrer dans mes critères de qu'est-ce que je veux. Et je suis passée par des étapes, je regarde un peu mes notes en même temps, mais des étapes un peu plus macro. Je veux une boîte à quel stage? Early stage, je veux une boîte qui est en début de croissance, qui est en hyper croissance. Après, je veux quelle taille de boîte? Je veux des boîtes qui sont petites, qui ont fait des levées, mais ils sont encore 20, etc. Donc, j'ai commencé à réduire un peu dans ce sens-là. Quelle est l'activité? B2B, B2C, B2G, B2B, B2C, des choses comme ça, parce que j'essaie de penser au type de stakeholder que j'avais envie d'avoir en face, donc partie prenante, d'interlocuteur, le volume de données que je pourrais avoir à dispo, la capacité, l'agilité de l'activité, etc. Ayant fait un peu de B2B, par exemple, je sais qu'on a moins de volume, moins de données, qu'on a des commerciaux en face. Alors, autant sur la relation stakeholder, très intéressant, sur le fait d'itérer vite pour pouvoir dérouler ce process produit avec de la data, des signaux, plus difficile. Donc voilà, je me suis posé ces questions-là. Ensuite, le marché. Donc j'ai galéré à trouver une liste avec tous les marchés. Donc quand j'entends marché, fintech, martech, foodtech, retail tech, edtech, etc. D'accord, tous les quelque chose tech. Et j'ai regardé, en fait, j'ai rayé ceux qui m'intéressaient pas du tout. Par exemple, la fintech, j'en avais pas envie pour plein de raisons. Le retail, j'en voulais plus parce que j'en avais trop fait. Donc j'ai rayé tous les trucs que je voulais pas. Et du coup, ça ouvrait un champ des possibles aussi très grand. Voilà, après, la taille du marché, si je pouvais aller voir, ok, il y a tel secteur, mais c'est quoi, je sais pas, je dis une bêtise, je vais dans la mobilité, très bien, je suis sur le marché de la location de voitures, très bien, ok, c'est quoi le marché de la location de voitures, c'est quoi les perspectives, est-ce que c'est en croissance, est-ce que pas? Ça, c'est des questions qui vous poussent un peu loin, mais au moins, vous arrivez avec beaucoup plus de conscience dans un process, vous savez pourquoi vous êtes là et sur ce marché-là. Voilà. Et après, les détails plus micro, mais qui étaient importants aussi, c'est la taille, les conditions de travail. Est-ce que je veux du hybride, du présentiel, du full remote? La taille de l'équipe produit en place et les valeurs de l'entreprise pour voir si c'était des choses qui matchaient, quoi.
Donc tous ces critères en entonnoir, enfin moi je les ai dit en entonnoir dans l'ordre que j'ai pensé, mais vous avez votre propre entonnoir, sont intéressants parce que ça vous permet déjà de comprendre un peu mieux visiblement ce vers quoi vous voulez aller, et ça vous évite de vous perdre dans des process qui vous ressemblent pas. Vous Ouais. allez faire des efforts, vous ne savez plus pour qui, pourquoi, et si c'est vraiment ce dont vous avez envie. Et c'est cette rencontre-là avec des choses qui sont un peu plus dures qui finalement, je trouve, mettent en difficulté la personne qui est dans la démarche de recherche, parce qu'on n'est pas là où on a envie d'être. Voilà. Et donc, avec le recul maintenant, je me dis que ça aurait été pas mal de le faire un peu plus comme ça, mais je l'ai fait plus tard, c'est pas grave. Ouais, bah, c'est l'objet de l'apprentissage et du live. Alors, je te pose pas mal de questions, Claire, parce que Vas-y. j'ai eu plein de questions qui sont tombées. Donc, tant mieux. Yann me demande, est-ce que tu as, je pense, sur ce que tu vois, est-ce que tu as mis plus en avant tes soft skills ou tes hard skills? Bien, moi, pour l'aspect de rôle de leader, j'ai mis plus en avant mes soft skills. Parce que pour moi, c'était important de dire, aujourd'hui, je veux travailler en équipe, parce que je pense pouvoir transmettre, je pense pouvoir aider à mettre des processus efficaces en place, je pense comprendre quelles sont les tendances tech, produits du réseau et donc comment on amène ça. J'ai conscience que pour recruter une bonne équipe, il faut avoir un peu d'aura. Et donc, du coup, j'ai du réseau, je suis investi dans la communauté, donc je pourrais travailler cet angle-là. Tout ça, c'est un peu de la soft skills parce que ça ne demande pas vraiment des hard skills. Très vite, on vous emmène sur les hard skills, en fait. Les use cases vous emmènent sur les hard skills, les questions des gens que vous allez rencontrer. J'ai adoré les boîtes qui me posaient des questions très précises. Oui, donc alors tu sais diffuser la strat dans les équipes. Ok, concrètement, tu vas faire comment? Parce que plein de gens vous disent, ok, vous savez diffuser de la strat en tant que product leader, la strat produit sur les équipes, vous savez la monter, vous savez la diffuser. Oui, oui. Très peu de gens vous demandent, ok, comment? Concrètement. Et c'est là qu'on voit un peu les hard skills finalement, parce qu'on va donner des niveaux de détail, des niveaux de réponse. En tant que leader, on nous interroge plus sur les soft skills, la vision, les capacités à comprendre les enjeux business, l'alignement, et la vision sur le recrutement, la façon dont l'équipe produit va fonctionner, etc. Plus que sur les hard skills. Donc voilà. Mais en tant que PM, j'encourage les gens à faire état aussi de leurs hard skills, mais ne jamais oublier les soft skills, parce qu'aujourd'hui, tel que nous, on est bien dans une boîte, dans un environnement, dans une équipe, chez un employeur, dans une entreprise. Une entreprise, elle est bien aussi avec des caractères, des personnalités différentes. Donc, il ne faut pas oublier, je trouverais dommage de ne pas parler de ces soft skills, parce que ça Hmm. voudrait dire que ça a moins d'importance. Oui, puis c'est un job quelque part ou des positions qui mènent les deux, hein. Euh, Oui, il y a beaucoup de soft skills dans le rôle de PM ou de puis même, product leader, donc voilà. et même sur les métiers dits techniques, je pense que c'est ce qui fait la différence entre deux bons techniciens. C'est celui qui a les bonnes soft skills qui, je pense, passe une dimension supérieure versus le super technicien, même si tu as des products techniques, mais s'ils n'ont pas de soft skills, ça va être compliqué. Oui, alors justement, je ne sais pas si tu veux poser une autre question, mais je pouvais finir de rebondir sur cette question avec ça. Ouais, bah ouais, mais juste une petite illustration parce qu'en fait, ça évoque ça sur l'aspect hard skills. Vas-y. Il y a une petite question de Mathilde, c'est est-ce que finalement, tu as fait un portfolio? Parce que tu vois, nous, on fait le product design, mais c'est vrai que le product management, Ouais. c'était une anecdote que tu as lancée. Moi, j'étais surpris aussi quand tu dis ça et quand un chasseur de tête te dit ça, parce que nous, par exemple, on fait beaucoup de process clients, et pour le coup, on le fait pour les designers, mais on le fait jamais pour les product managers. Donc, Alors, tout bonnement, après avoir procrastiné longtemps ce sujet de portfolio, pourtant je faisais des calls avec des gens. Alors toi, tu as mis quoi dans ton portfolio? Tu penses qu'il faut que ça réponde à quoi, etc. Bon, j'ai essayé, hein. J'ai toute une mhm. étude enfin, toute une note que j'ai rangée, hein, sur les portfolios. Finalement, tout simplement, et ça c'est un ancien chef à moi que j'adore, qui m'a conseillé et qui a eu on va dire, la gentillesse de me faire parvenir son CV pour me montrer et m'aider à avoir une approche un peu plus qui convergeait plus vers ce que je voulais, en fait. Voilà. Et donc, je me suis inspirée de ça. Je lui ai demandé si je pouvais m'inspirer de ce qu'il avait fait. Il m'a dit, bah, bien sûr. En fait, mon portfolio, c'est en bas de mon CV, ce qui m'a valu quand même de vachement raccourcir mon CV, hein. Donc, je me suis un peu fait du mal, mais c'est bien. En bas de mon CV, j'ai mis les 4 grands produits Mhm. que j'avais managé, entre guillemets, sur lequel Ok. j'avais contribué à manager. Donc, Mhm. des screenshots
du site de Cdiscount, parce que j'étais responsable de la partie front, donc de tout le parcours client. Voilà, d'une app qu'on a fait pour Deezer qui s'appelait Audiobooks by Deezer, une de celles qu'on a fait, d'un SaaS, le SaaS de DoList, voilà. Et en fait, donc on n'y voit pas grand-chose. Par contre, ce qu'on voit, c'est la pluralité des sujets. Donc on voit déjà qu'il y a du desktop, il y a du mobile. C'était aussi l'idée de montrer que j'ai déjà fait aussi plusieurs types de produits. Il y a du B2C, du B2B. Donc voilà, donc en fait, j'ai résumé ce portfolio à 4 screenshots joliment pris qui résument simplement l'endroit où je faisais du produit et quel type de produit je manageais, ce qui montre un peu la pluralité. C'était ce que je voulais montrer, moi, dans mon parcours. Et honnêtement, on ne m'a pas fait de retour sur mon portfolio spécifiquement, mais j'ai eu pas mal de process, donc a priori, ça a dû attirer, ou en tout cas, ça a eu un effet qui n'était pas si négatif. Voilà. Ok, donc je retiens un entre-deux intelligent que tu as fait. Le portfolio, ce qui est bien si vous le faites, je pense que ça n'a rien fait de passer plein de jours sur son portfolio, mais en fait, ça vous rappelle tout ce que vous avez fait. Moi, ça m'a rappelé. Ah Ça ouais, a mis les idées en place, quoi. ça remet les idées en place, et puis ça vous oblige aussi à dire, OK, c'était quoi les métriques en fait sur ce truc-là? Ah oui, on avait fait plus temps, les métriques, c'est plus temps en transfo, plus ça de page vue ou d'ajout panier, parce qu'on gérait ça. Sur le SaaS, c'était OK, les taux d'usage de chaque grand regroupement de fonctionnalités qu'on avait mis. Bon, voilà, ça vous rappelle juste, ça vous remet dans le bain. Donc, ça vous aide aussi sur votre CV à donner des résultats importants. Et quand vous êtes en entretien, c'est important d'avoir cette capacité à communiquer sur des résultats clairs et de ne pas chercher pendant 5 minutes dans sa tête. Alors, c'était quoi déjà? Alors, ah oui, il y avait un truc autour de la transfo. Quand vous arrivez comme ça, vous n'êtes pas prêt. Et les gens que vous avez en face, ils le savent. Donc, moi, mon portfolio, il m'a aidé à faire ça, même aussi mineur soit-il. Voilà. Ok, excellent. On parlait de métriques. Tu veux peut-être passer à la suite. Alors, il y a plein de questions qui sont tombées, donc je les ai là un peu en tête et je pense que ça fait écho à la suite de ce que tu vas raconter. Donc, OK. je te les pose Je les juste garde. là parce que je trouve Très que bien. c'est intéressant ce que tu veux démontrer. OK. Alors, je voulais parler un peu du wow effect, parce que moi, j'ai eu ce sentiment. Là, j'ai pris que Welcome to the Jungle, parce que c'est une plateforme que tout le monde connaît à peu près dans la tech. Et donc, au début, là, c'était juste pour vous montrer. Donc, j'ai cherché le product manager hier pour justement Alice, une jeune femme très dynamique que je mentor. On parlait de ça parce que voilà. Et donc, j'ai regardé. Donc, en effet, ça ratisse un peu large. C'est-à-dire, product manager, il prend d'autres sujets, mais globalement, on trouve quand même pas mal de postes de PM. 4000. Head of Product, 440. Product Leader, 424. Moi, je cherchais un rôle de CPO. Il se dit qu'en plus, moins de la moitié des offres de CPO sont publiées en ligne, parce que maintenant, les boîtes, elles n'osent pas mettre un job de CPO. C'est pas bien. Bon. Il faudrait venir une boîte pour expliquer pourquoi c'est pas bien de mettre un rôle de CPO en ligne, mais 97. Quand vous voyez ça, que vous êtes au début de votre recherche d'emploi, vous vous dites c'est cool. La petite animation grandiose, attention, c'est casse-gueule. C'est ça que je veux dire. Quand je dis c'est casse-gueule, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de tri à faire. Je voulais faire la démo, mais on n'avait pas forcément le temps d'aller jusque-là dans le sujet du jour, mais de dire, on prend 2 jobs de PM ou 2 jobs de product leader, on regarde les descriptions, elles n'ont absolument rien à voir. Si vous n'avez pas fait ce tri un peu, cet élagage en amont, qu'est-ce que je voudrais faire, qu'est-ce qui m'intéresse pour là ou pour le coup d'après, d'accord? C'est-à-dire, je veux aller au coup d'après, mais par quel type de job j'ai besoin de passer pour y aller, peu importe la longueur, je dirais, dans laquelle vous voyez les choses. Faut pas vous jeter en vous disant ok, c'est trop cool, je peux aller postuler là, j'y vais comme ça avec moi-même et c'est bon. Non, le mieux c'est quand même de choisir des jobs qu'on a vraiment envie de faire, lire les job desks avec intérêt pour comprendre où en est la culture produit, est-ce que ça match avec ce que vous avez envie de faire, etc. Et puis sélectionner, parce qu'il y a l'effet boomerang derrière ça. Si vous envoyez 50 CV d'un coup, quand ils vont tous revenir et que vous allez entamer des process, vous ne pourrez pas les digérer. Vous n'aurez pas le temps de regarder les boîtes avec du détail. Si vous faites du produit, je vous conseille de lire les avis clients avant d'aller, par exemple, dans un process. C'est le minimum que vous puissiez faire pour comprendre comment les clients parlent du produit, etc. etc. Donc, il ne faut pas envoyer trop de boomerang. Et il ne faut pas se dire « Waouh, c'est génial, il y a plein de jobs, ça va être facile ». Moi, je pense que c'est ce que je me suis dit. Et puis, très vite, je me suis rendu compte que non, on valait mieux choisir. Et s'il y avait 1% des annonces qui m'intéressaient là-dedans, c'est-à-dire sur 4000, s'il y en avait 4, ça m'allait en fait. Voilà. 1% de 4000, ça fait plutôt 40 d'ailleurs, mais du coup, même pas 1%. Voilà. Donc,
Ouais, Attention à ce wow effect, c'est ouais, ça puis que ça nous fait bifurquer sur la suite, mais si on veut un job quali, il faut un process quali, il faut être quali dans la réponse au process, et que si tu es pris par l'immensité, c'est pas un petit process, c'est très difficile à gérer. Comme tu le disais, c'est très compétitif. C'est vrai que ça nous amène tranquillement et tout doucement vers la suite, même si je vais avoir d'autres questions qui m'ont été posées avant, mais clairement, enfin, on voit que c'est une masse et y voir clair dans la masse, et c'est pas facile. Et ça demande pas mal de travail, pas mal de réflexion, j'imagine. Autre petite question qui t'est vraiment destinée, et d'ailleurs, c'est intéressant de voir si tu as fait ce filtre-là aussi dans tes recherches, qui t'est posé par Mathilde de nouveau. Est-ce que tu as cherché un job dans ta région? Tu es sur Bordeaux, elle me demande, et elle me demande, est-ce qu'il y a des jobs product en masse à Bordeaux? Est-ce que ça marche? Ou est-ce que c'est surtout des jobs en remote? Et est-ce que c'était un critère, j'imagine, pour toi aussi? ouais. Alors, il y a quelque chose de formidable, c'est que je pense que, il faut, casser l'idée que ça y est, qu'il faut encore être à Paris pour avoir une masse de jobs. C'est trop bien, parce que comme vous le savez, une grosse crise sanitaire est passée par là et c'est trop bien parce que toutes les boîtes ont compris ça. Donc à Bordeaux, oui, il y a plein de jobs de product. Il y a plein de boîtes qui ont mis des bureaux ici. Je vais citer, quelques-unes, grosses connues, mais Back Mm. Market, Miracle, BetClick, il y a Cdiscount, il y a Ouais. Deezer, il y en a plein d'autres, d'accord? Désolée pour ceux que j'oublie, qui seraient, massifs. Il y a ManoMano aussi, des boîtes comme ça. Hem, donc oui, il y a plein de jobs et puis de toute façon, maintenant, il y a plein de boîtes qui vous prennent en full remote. Vous allez, 1 ou 2 fois à Paris. Ça, c'est dans la version PM. Dans la version leader, c'est moins vrai. C'est-à-dire que si vous prenez un job à Paris, on va vous demander d'aller quand même toutes les semaines à Paris. Moi, j'ai essayé autant que possible, de rester un peu dans ma région. C'est-à-dire que tant pis si je ratais les très belles boîtes, qui sont à Paris, mais en fait, j'avais une vie ici. Ça faisait partie de mes valeurs à moi et des conditions de travail que je voulais. C'était, si possible, je reste côté sud-ouest et si je vais à Paris, bon, au début, j'écarte les 6 premiers mois, on va dire, pour rencontrer l'équipe et faire, le tissu de liens, le tissu relationnel qu'il y a à faire aussi en tant que leader avec le reste de la boîte, mais au plus, je vais 1 fois par mois à Paris et j'étais assez claire là-dessus sur, quand j'envoyais des candidatures où c'était des postes hybrides. J'ai même eu des trucs, dingues, hein, où je fais un premier point RH, on m'envoie sur un deuxième entretien et là, on me dit: «Ah mais vous êtes tu es à Bordeaux? Ah non, mais c'est rédhibitoire, je veux quelqu'un à Paris». Bon, bah, très bien, bah, on s'arrête. Dommage que vous ayez pas lu mon adresse sur mon CV. Donc je pense qu'il faut être très clair là-dessus et il faut pas avoir peur de le dire. Ça permet au moins de pas s'embarquer dans quelque chose qu'on sera pas capable de tenir. Moi, dans mon rythme perso, j'adore faire du sport, j'adore profiter de la vie. J'aime pas être speedée, par la vie. Je lutte contre ça pour, ne pas être toujours, en train de courir après ma vie, après les gens, après les moments, de plaisir. Donc j'avais pas envie d'un job à Paris où j'allais aller, 1 fois par semaine à Paris. Donc j'ai cherché et j'ai mis le critère, régional, bureau physique avec une flexibilité, totale sur le remote parce que je trouve ça génial d'avoir le choix et quand on a le choix, on est beaucoup plus enclin à faire l'effort de venir au bureau. On sait pourquoi on y vient, et on en tire profit, je dirais. Donc voilà, donc n'hésitez pas à mettre vos critères. Il y a des jobs partout et le remote, ça marche partout aujourd'hui en France et vous pouvez même bosser pour des boîtes étrangères, hein, à un moment donné. C'est pour ça que j'avais fait mon parcours d'anglais, c'était de me dire, est-ce que finalement je vais pas, sur une boîte UK, US, c'est une autre façon de faire du product, ça m'intéresse de le découvrir. Voilà, mais bon, j'avais toujours ce côté de dire, ça va être full remote, je vais devoir y aller régulièrement, donc bon voilà, après finalement j'ai opté pour quelque chose qui avait un ancrage à Bordeaux et un ancrage sud-ouest. Voilà. Mm. Donc ça existe, il y a du job. Faut pas avoir peur, tout est possible je pense aujourd'hui, donc juste savoir ce qu'on veut et être capable de le dire avec honnêteté et transparence. Ça permet aussi aux boîtes de facilement, se projeter, et je pense que c'est gage ouais, d'honnêteté quand vous êtes dans un process de donner vos critères aussi. Alors, je voulais juste finir sur le wow effect. Moi, à ce moment-là, j'ai monté un fichier, un Google Sheet d'organisation personnelle qui Mm. s'appelle, démarche recherche d'emploi, dans lequel au début j'ai mis, voilà, la date à laquelle je contactais les boîtes, le lien de l'annonce. Quand même, c'est bien de réavoir les liens des annonces auxquelles vous avez postulé, qui était mon interlocuteur et de fil en aiguille, comme je faisais d'autres process, d'autres candidatures,
Ce fichier, je l'ai fait grossir. Je l'ai fait grossir avec des données du type ce que je comprenais de l'extérieur de l'équipe produit en regardant un peu sur LinkedIn, ce que je comprenais quand je lisais les Trustpilot ou les avis clients des boîtes, où je retenais les points les plus positifs, les points les plus négatifs qui étaient dits. Parce que quand une boîte allait me recontacter, à tout moment, je voulais vraiment avoir je dirais voilà, le résumé que moi je m'étais fait de cette boîte. Et quand vous entamez plusieurs process, même s'il ne faut pas en entamer, enfin moi j'ai préféré jamais en faire plus que 2 à la fois, il faut être prêt à dégainer et se rappeler ce qu'on a pensé et passer du temps sur la boîte. Au début, je ne le faisais pas trop. Je suis arrivée un peu en dilettante. Et voilà. Donc, monter un fichier de recherche avec les éléments qui vont bien dedans pour que vous sachiez toujours où vous en êtes. Après, j'avais un code couleur. Je mettais en rouge celle qui m'avait outé ou que j'avais outé. Je mettais en orange les caps de recrutement avec un code couleur plus ou moins foncé selon le signal que m'envoyait le cabinet. Et puis, je mettais du vert clair ou du vert foncé en fonction de j'attends la next step, j'attends un retour. Voilà, j'avais un code couleur tout simple qui permettait assez rapidement de voir où j'étais dans le jus, l'excitation du process. Et quand j'avais un moment pour moi, je me disais, tiens, je prends les deux verts foncés, là, on va me rappeler bientôt. Qu'est-ce que je peux regarder de plus? Qu'est-ce que je peux regarder davantage? Qu'est-ce que j'ai vu la dernière fois? Est-ce que j'ai un nouvel avis à me faire? C'était pas se mettre la pression, mais vu que j'étais dans une recherche d'emploi, il fallait que je voulais trouver un job. Voilà, j'étais active sur ma recherche d'emploi, donc j'étais active sur les prochaines étapes et j'anticipais, sans me mettre une pression de dingue, j'anticipais le coup d'après, quoi. Voilà, je savais qu'après, je verrais tel interlocuteur. Ok, quelles questions j'ai à lui poser? Je me rappelais mes histoires d'avant. Tiens, c'était quoi mon niveau de relationnel, par exemple, avec un CMO, quelqu'un du marketing? Très bien, je le vois la prochaine fois. Qu'est-ce que je vais lui dire? Qu'est-ce que je peux lui poser comme question, etc., etc. Il faut se préparer. Bon, ça, c'est j'enfonce des portes ouvertes, mais quand vous faites un process, je pense que c'est important de se préparer si vous avez envie qu'en effet, vous soyez aussi acteur de votre recherche. Je vois le temps qui file. Claire, Ouais. je te laisse peut-être avancer parce que tu as quelques Tout à fait. éléments à donner. On a abordé des choses, tout à fait. Alors, il y a 3... Je te partage juste qu'on a pas mal de questions après, donc prenons-nous un moment après pour faire du Q&A. Parce que voilà, j'ai 3-4 bonnes questions que je souhaite absolument te poser, mais je ne veux pas te couper parce que là, tu vas raconter, je pense, pas mal de choses intéressantes qui faisaient quand même partie du cœur de ce live. Ouais. Donc, vas-y, je te laisse continuer. En effet, il y a eu 3 choses majeures. Donc, ce qui est à gauche, c'est les pièges faciles dans lesquels je suis tombée. Et ce qui est à droite, c'est a posteriori, quand on a monté ce meet-up-là, qu'est-ce que je voulais dire par rapport aux pièges, ces pièges, et comment moi j'ai réagi. Bien sûr, c'est mon point de vue, donc c'est mon caractère, mes états d'âme, etc. Donc ça ne s'appliquera peut-être pas à tout le monde, mais c'était le but. Le premier truc, c'est attention à quand vous adorez les choses. En fait, quand notre cœur s'en mêle, c'est bien. Moi, j'adore faire les choses avec passion. Mais on est biaisé pour un tas de choses, dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on adore cette boîte parce qu'on se fait une image de cette boîte, on veut absolument y aller, etc. On peut être déçu, on peut rencontrer des gens qui ont d'autres... Par exemple, je vais donner un exemple sans donner les noms de boîtes parce que c'était pas... L'idée, c'est de pointer personne, mais j'adorais une boîte connue, tech, B2B, etc. Et j'ai voulu postuler. Il y avait un job qui semblait super, qui était approprié à ce que je cherchais. Et en fait, je me suis pas assez préparée. J'avais mon cœur qui s'en mêlait. Je me dis, c'est bon, je connais plein de trucs sur cette boîte déjà. Je connais des gens qui y bossent. Et donc, j'ai été vachement déçue pendant le premier entretien parce que j'ai pas eu le niveau de seniorité auquel je m'attendais. Je sentais qu'eux sentaient que j'étais attirée par la boîte. Mais bon, cette boîte rayonne tellement dans le marché que, bien sûr que j'étais attirée par la boîte, le côté un peu shiny de la boîte, mais voilà. Donc, attention au biais, parce que du coup, ça m'a créé de la déception. Et il y a eu un moment donné où, après cet entretien, c'était un gros truc. Et je me suis dit, mince, je viens de rayer une case hyper importante que je ne voulais pas rayer. Et j'y suis allée trop vite, et j'y suis allée avec trop de cœur, et pas assez prête, etc. Et l'autre effet attention, dans le j'adore, c'est-à-dire que vous voyez moins bien, vous entendez moins bien, et vous écoutez moins bien parce que vous allez plus... parler, vous allez moins prendre de recul sur le poste. L'effet du temps aussi, c'est-à-dire qu'il y a des boîtes que j'aurais voulu rejoindre
parce qu'il y avait des anciens collègues. Sauf que les anciens collègues avec qui j'ai adoré bosser il y a 10 ans, peut-être que j'ai pas envie, peut-être que ça sera pas aussi idyllique qu'il y a 10 ans. Ou à l'inverse, l'effet du temps de ah non, cette boîte, je postule pas parce que je sais que la culture produit est mauvaise, etc. Il faut donner la chance à l'évolution. Heureusement pour nous, il y a plein de choses qui évoluent. Donc Bien sûr. attention à mettre trop de cœur dans les deux sens, envers des gens, envers une boîte, parce que des fois, on n'y va pas bien et on a plein de biais. Et attention à se rappeler que les souvenirs, c'est pas toujours ce qui compte. Et l'important, c'est que ça matche avec vos envies, mais il faut laisser un peu de côté les contextes qu'on a eu pour connaître. Donc, prendre plus d'infos en amont, et j'ai bien mis reprendre les infos, donc ayez une posture plutôt d'analyse versus de adorer quelque chose. Faire le point sur avant, qu'est-ce qu'il y avait, qu'est-ce qui me plaisait, pourquoi ça me plairait encore aujourd'hui, pourquoi je voudrais quelque chose de différent, et d'être prêt quand on aborde les choses et de pas oublier ça. Voilà. Hmm. Ouais, moi, ce que j'aime bien dans ce que tu racontes, c'est que tu as ciblé une recherche. En plus, voilà, tu es un profil qui a de l'expérience, donc qui a du background là-dessus et qui peut arriver à se projeter. Néanmoins, tu t'es aussi laissé voilà, ne pas rentrer dans les biais parce que ça peut être surprenant, ça peut être punitif. Également, tu t'es laissé, j'ai l'impression, une marge de manœuvre aussi parce qu'effectivement, on peut être, je pense, surpris dans le bon sens et parfois on pense aller naturellement vers une typologie de boîte ou une typologie de secteur, comme tu disais, et finalement finir ailleurs et que ça peut être une très belle surprise ou une boîte où tu le sentais pas et finalement on se rend compte que la vérité est ailleurs. Donc ça c'est aussi je pense qui peut être chouette dans ce type de process là. Bien sûr. J'ai vu les questions. Tu veux en poser une ou deux avant de passer à l'autre slide? Ouais, alors il y avait comment tu te défais des biais qui était vraiment une question de rebond par rapport à ce que tu disais, j'ai l'impression. Ouais, se défaire des biais, pour moi, il y a beaucoup de choses, mais comment on se défait de quelque chose qui est ancré? On en parle, on prend conscience, on lit 2-3 trucs et on essaye de faire le point plus à froid, quoi. C'est facile à dire, mais j'avais des biais sur des choses. En me heurtant à certaines choses, je me suis dit: «Attends, tu vas pas retourner à chaque fois de la même façon dans des boîtes que tu adores». Tu vas prendre un peu de recul. Donc comment, par exemple, si j'ai voulu aborder une autre boîte que j'aimais, avant ça, je me suis mis en contact avec un ancien collègue qui avait été dans cette boîte. Donc là, je vous parle d'une autre boîte, qui m'a conseillé de rencontrer un tel qui était product leader de sa boîte. J'ai parlé avec cette personne. Ça m'a permis, voilà, déjà de prendre l'avis de quelqu'un d'autre de la boîte avant de me jeter dans le process de recrutement. Donc voilà. Mais déjà, premièrement, prendre conscience et faire un peu le point par écrit ou dans votre tête, déjà, c'est un grand pas sur l'écartement des biais qu'on a. Et puis, pourquoi pas, en effet, parler avec d'autres gens, même quand on sait qu'on on adore des gens, parler avec d'autres gens de cette boîte-là pour avoir un autre point de vue. Et oser le faire, parce qu'il y a plein de gens qui vous accorderont 30 minutes pour parler de ça, si votre explication, votre démarche, elle est limpide et voilà. Je n'ai Ok. pas d'autres infos magiques comme ça sur comment se défaire de ces biais. Non, mais de toute façon, c'est des sujets assez complexes. Peut-être une autre question qui est intéressante, une question de Paul, mais j'imagine que tu es contraint ou contrainte là-dessus, mais c'est intéressant parce que, encore une fois, tu n'es pas junior sur la recherche. C'est est-ce que finalement tu peux te défaire un peu des process classiques? Je pense que c'est si on prend un peu de hauteur sur la question, notamment ça fait écho à une autre question de Yann, c'est est-ce que tu as fait marcher ton réseau dans la recherche? Alors tu en parlais pour qualifier les comptes, mais est-ce que plus globalement aussi pour peut-être trouver du off-market, est-ce que tu as fait ça? Et peut-être du coup, est-ce que voilà, on peut mettre autre chose en avant que le CV? Est-ce qu'on peut sortir un peu des carcans traditionnels pour plutôt valoriser voilà, les compétences, les expériences professionnelles? Le réseau, c'est bien, mais j'ai pas trouvé que c'était ce qui marchait le mieux, hein, dans une recherche d'emploi. Pourquoi? Parce que, il y a une différence entre réseau, être un peu, copain-copine, s'être vu quelques fois, parler boulot et candidater dans le giron, l'équipe de quelqu'un ou être positionné par des gens. Enfin, ouais. Encore une fois, il y a plein de biais et on ne sait jamais vraiment. Maintenant, en effet, c'est vrai que le marché du produit, il peut fonctionner, en tout cas en leadership, je le vois, il peut fonctionner par réseautage. Alors, mon réseau, il m'a surtout été utile pour
discuter un peu sans tabou de cette approche, d'avoir des conseils et des points de vue d'autres gens. Donc ça, c'était bien parce Mmh. que si vous avez pas d'amis qui font exactement ce que vous faites, à Mmh. part votre réseau, vous pouvez pas trop, parler, ce qui est mon cas. Il fallait bien que j'aille parler à quelques personnes, en tout cas en qui je sentais que j'avais confiance pour, bah, voilà et dire, «Waouh, c'est dur, waouh». Alors il y avait en plus la période, hein, qui a fait que c'était un moment un peu plus resserré. C'était le moment où les boîtes coupaient un peu les vannes. On attend la fin de l'année, on reforecast 2023 et comme vous l'avez vu là tous, voilà, il y a eu plein de cuts de jobs, sur le début d'année. On leur demande aux boîtes qui ont des actionnaires d'avoir plus de rentabilité, donc de tailler un peu dans les coûts. Dans les coûts, souvent, il y a les ressources, donc tailler aussi dans les ressources. Enfin, voilà. Donc, le réseau, il m'a aidé à voilà, parler un peu, exprimer ce que je ressentais, avoir des avis extérieurs. Je pense que j'ai fait des process où j'étais pas toujours en safe place, hein, donc j'ai eu des fois des retours qui étaient difficiles à avaler, enfin, notamment sur un entretien. Quand Mmh. on vous dit par exemple sur un entretien, on pense qu'il te manquera du leadership, c'est difficile de juger quelqu'un sur sa capacité de leadership sur Mmh. un entretien. Donc ça, c'est des choses que j'ai entendues. Mmh. Des fois, ça me pesait, hein, ça me Ouais, c'est pesait de me dire: marrant, ouais. «Waouh, Mmh. comment je travaille le fait d'envoyer de mon leadership, alors que Mmh. j'essaie de travailler sur le fait de le plutôt de le mettre au calme», notamment lors d'un premier entretien. Donc voilà, en fait, vous êtes un peu, toujours, j'ai l'impression d'être une girouette, fallait aller un peu trop là, un peu dans le détail, pas trop, parler de la strate de la boîte, mais ça me choquait certains parce que j'avais l'impression que je m'intéressais pas assez au poste. Donc c'est pour ça que le fait de noter, de parler à d'autres gens, voilà, ça vous aide. Après, mon réseau, il m'a aidé à me mettre en lien avec des cabinets de recrutement qui, en fait, c'était bien, je les ai rencontrés. Ils aident aussi à affiner un peu la recherche, mais en vrai, ils m'ont pas aidé, pas parce qu'ils ont rien eu, mais parce qu'en fait, je me rends compte qu'en étant actrice et bien connectée au domaine de l'emploi, j'avais pas vraiment besoin d'un cabinet, si ce n'est des choses qui passaient en off. Mais les choses qui passaient en off, c'est-à-dire les jobs qu'on n'affiche pas sur des sites d'annonces d'emploi, Mmh. finalement, souvent, il y avait un truc qui me gênait. Souvent, c'est un remplacement que la personne ne sait pas encore qu'elle va être Ah remplacée. ouais. Donc, du coup, Mmh. il y a plein de choses comme ça. Donc, voilà à quoi m'a servi mon réseau. Après, j'ai eu quelques propositions faites par mon réseau gentiment, des boîtes à aller voir, des boîtes qui cherchaient, ou pourquoi pas des postes de freelance en product leader, c'est un truc qui se fait. Tu prends le job 6 mois en freelance, tu détectes les problèmes, tu montes l'équipe ou tu montes le plan de recrutement et tu aides à recruter le prochain. Voilà, moi, j'avais pas vraiment envie de faire ça. Je trouve ça difficile, en termes d'énergie, et puis moi, j'aime bien, construire mais rester, erroner. Donc c'était pas forcément ce que je cherchais. Mais voilà, oui, le réseau, il sert, mais c'est pas, tout n'est pas de ça. Mmh. Je vois que ça avance, Ouais, on avance les ouais, slides si tu veux. Allez, juste pour, vas-y, 10 communiquer minutes. un ou 2 chiffres. Et peut-être juste après, il y a une dernière question que j'ai encore, et c'est bien, il y a beaucoup de questions, mais une dernière question d'Ivan que je trouve intéressant, qui est ben, comment tu vois l'avenir? Alors ça se projette et peut-être que ça va faire écho à ce que tu racontes après, mais de nos postes et des postes dans le produit. Alors il évoque aussi potentiellement le design, mais on va rester quand même sur des rôles de pure product. Je pense que c'est là où tu as peut-être le plus de vision. Et peut-être, c'est la question qui est intéressante, et peut-être aussi, c'est comment tu te mets en avant, c'est comment tu te formes, et à quoi tu te formes pour aussi peut-être te différencier ou te valoriser. Est-ce que tu te formes à de nouveaux sujets? Il évoque l'impact, la data. Ouais, complètement. Alors, moi, c'était pas tant sur ça. Heu, il y a des choses que j'ai pas, montées, dans mon poste de leader. Par exemple, j'ai jamais monté de product ops. Donc, Mm. je me suis pas formée au product ops. Par contre, j'ai fait de la lecture et j'ai discuté avec des gens qui en ont fait. Encore ce matin, j'ai discuté avec, Charlotte de Beauregard, qui était product director ops chez Doctolib, qui est partie parce qu'elle est voyage à l'étranger. Et je lui posais des questions par rapport à ça. C'est quoi le bon moment? C'est quoi la bonne taille? Par quoi tu commences? Est-ce qu'on peut avoir quelqu'un un peu comme ci, un peu comme ça? Voilà. Donc, sans me former vraiment, je me suis rattrapée sur certains sujets où j'avais pas eu l'occasion de vivre cette expérience. Tout ce qui peut être low code, no code. Je me suis inscrite à des news, j'ai lu, j'ai regardé quelques vidéos. J'ai compris les grandes lignes, mais j'ai pas été jusque-là. Et pour l'aspect un peu plus leadership, le fait d'apprendre à pitcher soi, ça fait retravailler. J'ai relu des anciennes 360
reviews que j'ai pu avoir dans des boîtes d'avant pour me rappeler ce qui était dit, des choses sur lesquelles je pouvais au moins reprendre conscience, essayer de travailler. Voilà ce qu'on peut faire. Et sur l'aspect purement leadership, mon boulot de freelance, donc que je n'avais pas vraiment choisi, mais qui est venu à moi, on m'a proposé une mission, puis une autre, mais je n'ai pas démarché, donc j'ai pris. Mon boulot de freelance m'a amené à faire un peu de product coaching, donc souvent des gens qui passaient dans des rôles de leader produit. Donc, du coup, je me suis servi de ça en faisant des templates, en me disant que ça, c'était un taf de leadership, en fait, de coacher aussi ses products. Bien sûr. Donc, en me remettant dans ce côté freelance m'a aidé à faire le pas, à faire la transition sur des choses un peu plus cadrées, où j'ai remis en lien, en étant moins attachée, parce que je n'étais pas responsable de ces personnes-là, j'étais juste leur coach sur un temps donné. Voilà, donc on peut se servir des expériences avant, c'est ce que je dis après. Des expériences qui se passent pendant cette période-là aussi pour travailler. Mais en effet, moi, je ne voulais pas me former pleinement. Le seul truc, c'est quand j'attaquais un marché que je ne connaissais pas du tout, notamment, à un moment donné, j'ai fait un process dans le Web3 et d'une boîte qui faisait des projets de NFT pour des grandes marques, gaming, luxe, etc. Et ben, je ne connaissais pas grand-chose au Web3, donc j'ai repris tout de zéro. J'ai passé plusieurs semaines à écouter des podcasts dans la voiture, au grand malheur de ceux qui étaient dans la voiture avec moi, de lire des articles, de comprendre de quoi il s'agissait, parce que je ne pouvais pas faire un process si je ne comprenais pas. Et franchement, c'était douloureux, parce que ce n'était pas forcément des choses que je connaissais, mais c'était bien, parce qu'au moins, je me suis mis à jour sur quelques trucs, même si je n'ai pas bossé là-dedans. Donc, en fait, la démarche d'emploi, c'est ça, elle permet de rencontrer pas mal de choses. On peut dérouler ces 2 slides, mais j'en ai pas mal parlé. Il y en a une autre comme ça. Donc, sur celle-là, je dis attention de ne pas être trop à fond. Quand on veut aller trop vite, on se disperse. Il y a des difficultés qui arrivent qu'on n'avait pas vues. Quand vous allez trop vite, vous n'êtes pas prêt, vous dispersez, vous faites plein de process, vous n'avez plus le temps de les préparer. Quand vous prenez des retours mauvais ou vous êtes déçu, vous rencontrez des difficultés avec vous-même, vous perdez confiance. Ouais, c'est ça. Voilà, votre entourage, il n'a pas la même vue que vous de ce que vous vivez. Donc, je dirais plutôt, être à fond, c'est bien. Il faut être optimiste et dynamique dans une recherche d'emploi. Hein. Si vous êtes dépressif dans un entretien, je pense que ça va se voir et on va vous le demander. Mais moi, je suis plutôt passée après à une étape où j'essaie de me canaliser. Je m'organisais mieux mes journées. Je bloquais du temps pour de la recherche et je me faisais des vrais temps pour moi, parce que je donne le chiffre après, mais je n'ai pas eu le sentiment de vivre beaucoup de temps libre dans ce moment-là. Comment je m'organise avec mon réseau, à quoi il me sert, pourquoi il peut me servir, qui je peux contacter, etc. J'exprime ce que je ressens aussi à domicile. Moi, quand vous êtes en recherche d'emploi, les gens ont l'impression que du coup, vous ne faites rien. Donc, vous êtes disponible pour tout. Faux, parce que mentalement, vous êtes pris. Plus vous êtes en recherche, donc vous mettez une sorte de pression sur l'après. Il y a des gens qui culpabilisent aussi d'être, entre guillemets, au chômage pendant cette période. Donc, exprimer ce qu'on ressent, c'est le moment un peu exutoire. Parler à votre conjoint, à votre conjointe, pour lui dire que vous avez besoin de temps pour vous, que vous ne pouvez pas faire tout ça, que votre charge mentale, elle peut aussi s'alourdir en fait quand on est à la maison. Et j'essayais de me mettre vers la fin, je dirais à partir de début novembre, quand j'ai compris qu'il fallait que je m'organise mieux parce que j'étais débordée, alors je faisais rien, entre guillemets. De mettre des objectifs simples. Par exemple, je me disais, aujourd'hui, vu que demain j'ai un entretien, aujourd'hui, je complète la question que je n'ai pas résolue dans ma tête de c'est quoi les 3 points phares de ce produit que les users demandent pour mon entretien de demain. Voilà. Objectif simple, basique. Je pouvais me perdre dans ma journée, ouvrir 50 onglets et lire 40 trucs différents. Au moins, j'essaie de répondre à cette question. Ça permet d'avancer petit à petit. C'est de la productivité personnelle, mais au moins ça, sans en faire un truc dingue. Voilà. Et la dernière slide, je ne sais pas si tu veux que je la dise. On pense qu'on est lucide. En fait, il faudrait plutôt observer un peu plus. Moi, je pensais que j'étais lucide. Ouais, tout à fait. Que j'étais lucide sur les boîtes dans lesquelles j'allais, etc. Sauf qu'en théorie, j'étais lucide, en pratique, je ne l'étais pas. Il y a un jour où je me suis... alors, je n'ai pas demandé l'accord, mais je l'ai gardé que pour moi. Je me suis enregistrée sur un entretien. Et après, j'ai réécouté. Et je me suis dit qu'en fait, je n'étais pas si lucide que ça. Parce qu'il y avait des questions auxquelles j'avais, entre guillemets, mal répondu, parce que je n'avais pas écouté assez longtemps la question, etc., etc.
Et je pensais des fois être entre de bonnes mains, pas du tout. Les retours qui m'ont le plus vexée, c'est les endroits où je pensais que j'étais vraiment entre de bonnes mains. Quand je dis entre de bonnes mains, c'est dans une boîte qui était alignée avec mes valeurs, etc. Donc, il faut mieux plutôt observer, savoir et se mettre des règles pour identifier les bons jobs. Et quand je dis les bons jobs, c'est les bons jobs pour moi, hein, d'accord? Et je dis pas qu'il y a de mauvais jobs, mais c'est les bons jobs pour vous-même. Prendre du recul, pourquoi pas s'enregistrer? Alors, en vrai, il faut demander, je crois, la bonne façon de Ouais, faire. normalement, oui, hein, c'est attention ouais, avec Ouais, ça. ouais, mais j'avoue. On est dans le bourbier, non, on peut tout dire. Oui, 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 non, tu as raison. Non, non, mais je pense que c'est honnête de le dire et je pense que ça t'a beaucoup apporté de sûrement te voir Tout avec du à recul fait, pour faire l'effet miroir. Mais c'est clair que tout à par fait. contre, attention, normalement, c'est interdit sans demande préalable. Attendre pour sympathiser avec vos interlocuteurs, ça peut être l'effet réseau. Ça sert à rien de penser qu'on sympathise, on est là pour du boulot et avant tout, on met le niveau d'effort et de distance qui va bien et puis on sympathisera après. Et être honnête versus draguer, ça, c'est un peu ce que je dis, soyez Hmm. vous-même en entretien parce que si vous êtes en mode drague et que vous arrivez à satisfaire une fois que vous arrivez dans le job, j'avais lu une phrase qui disait l'entretien, c'est l'amour, c'est le date, et la prise de job, c'est le couple. Et Hmm. du coup, il y a une petite différence entre les débuts et la suite, donc l'assumer, quoi. Voilà. Et pour finir, mes deux chiffres, comme ça, on couvre quand même le côté positif de note de Bien fin. sûr. 35, c'est le nombre d'entités auxquelles j'ai eu affaire pendant mes 4 mois. Donc, nombre d'entités, j'entends entreprise, cabinet de recrutement, des interlocuteurs divers qui vous onboardent sur des jobs. J'ai mis en nombre de jours ouvrés. Ça fait quand même quelque chose, un tous les 2 jours. En fait, j'ai enlevé les week-ends et les périodes où, début septembre et fin décembre où j'ai pas eu de process. Et ça faisait une entité tous les 2 jours. Alors, il n'y avait pas un entretien à chaque fois, mais juste pour dire que c'était trop. Et du coup, la résultante de ça, c'est que ça, c'est à peu près le temps libre. Alors, bien sûr, c'est au doigt mouillé, mais c'est ma perception. Mais j'ai pas eu l'impression d'avoir du temps libre pour moi pendant cette période de 4 mois. Et je regrette un peu. Je regrette un peu parce que entre le freelance, la recherche d'emploi, en fait, j'ai pas eu de temps libre, alors que j'étais dans une recherche d'emploi et que j'aurais dû en bénéficier un peu plus. Donc, mon conseil, Hmm. ce serait de dire peut-être réduire un peu ça, réduire votre vélocité pardon, prendre Négatif, du stress, ouais. process de recrutement Hmm. pour avoir un sentiment de temps libre un peu plus évident que celui-ci. Voilà. Ouais, et puis être Et, plus qualitatif. Et puis, ce que tu disais aussi, il y a un sentiment que tu as eu fort avec des vagues, etc. C'est que si tu fais beaucoup de process, déjà, c'est fatigant, c'est difficile à suivre, tu es moins qualitatif, je pense, de ce que j'entends et de ce que je comprends. Et en plus de ça, derrière, si tu prends des retours négatifs, bah, ça joue négativement sur ton moral et ta propre perception de toi-même. tout à fait. Et du coup, pour finir, comment en résumé, je me suis bien Bon, sentie dans c'est cette fini. histoire-là? Comment? Ouais. Euh, j'ai fait autre chose de kiffant pendant ma recherche d'emploi. J'ai monté un podcast, je suis fan de surf. Depuis longtemps, je voulais faire un podcast, je voulais créer du contenu inspirationnel sur une thématique qui me tenait à cœur, qui s'appelle Histoire de surfeuse. Donc, je prends n'importe quelle surfeuse de n'importe quel niveau et je lui demande de raconter son histoire. Parce qu'il y a plein de nanas dans le surf qui se font beaucoup de mal dans la tête en se disant qu'elles n'y arrivent pas, etc. Donc, ça apprend de la tech. Ça vous confronte à d'autres problématiques d'orga, de montage, de publication, de rythme, de comment j'aborde les choses, est-ce que je fais un questionnaire, est-ce que pas, etc. Ça m'a fait rencontrer des gens, notamment Timothée Frein qui a été top sur Product Inbox, sur Clé de voûte, enfin qui fait Product Inbox et Clé de voûte, Hmm. qui m'a donné plein de conseils pour aborder le podcast. Donc faire des choses kiffantes à côté, se servir de chaque étape comme un apprentissage, que ce soit les recrutements, que ce soit les Hmm. missions de freelance, etc. Moi, je suis en train de monter un master PM pour le groupe Innov, qui sont des écoles en alternance, donc sur 2 ans. Et bah, Hmm. le fait de monter de la pédagogie pour devenir PM, bah, ça me fait poser pas mal de questions sur les PM, qu'est-ce que doit savoir faire un junior, etc. Et j'ai fait aussi de la discovery pour mes propres missions. Donc, en fait, quelqu'un disait, est-ce que tu t'es formé? Non, j'ai fait de la discovery sur mes propres missions. Et enfin, parce que j'ai dit que je le dirais, apprendre à célébrer ce qui marche. Donc, moi, j'ai fini par trouver la boîte qui me correspond, que je rejoins le mois prochain, qui s'appelle ILEC, qui est un fournisseur d'énergie verte.
Et que ce soit à la maison ou le futur job, il y a plein de choses qui marchent mieux depuis que j'ai vécu cette période. Je me sens alignée avec le job que j'ai pris, la boîte, son secteur, ses ambitions. J'ai été plus fine et plus, je pense, pertinente dans les questions que j'ai posées, qui étaient importantes pour moi. Je me connaissais mieux. Et à la maison, dans ma vie, pareil, j'ai réussi à reprendre du temps pour faire du sport, pour me sentir un peu plus libre, etc., etc. Et du coup, cette période, elle a été un peu chaotique, avec des moments de bien, des moments up, des moments down. Mais globalement, à la fin, c'est que du bon et que de bons apprentissages. Donc, ce que je veux dire, c'est accrochez-vous parce qu'une recherche d'emploi, elle pousse à plein de choses, à plus de réalité, à gérer son temps, à être plus radical, à donner plus de sens, plus de confiance et plus d'action dans ce que vous faites, qui vous êtes, comment vous agissez. Mais globalement, je trouve qu'elle est importante parce qu'elle permet de mieux se rencontrer. Et pour le coup, moi, maintenant, avec un peu plus de recul, je trouve qu'elle était très bonne, cette période de recherche d'emploi. Et quand les gens me disent oh là là, ça fait 2 mois, j'ai pas trouvé, je lui dis tranquille, enfin en vrai, tranquille, prends du temps pour toi. Et s'il te faut 4 mois ou 6 mois ou plus, c'est pas très grave parce que dans tous les cas, si tu le fais dans le bon ordre, avec le bon niveau d'intérêt, eh bien, je pense que tu en ressortiras grandi. Voilà ma conclusion. C'est philosophique. Philosophie. Non, mais c'est beau et c'est vrai que même je vois et je pense qu'il y a beaucoup d'apaisement. Il y a des moments très difficiles et c'était très long. Et je me souviens quand on s'est parlé il y a quelques mois, tu étais beaucoup plus down que maintenant. Grand smile et beaucoup de plaisir. Donc, c'est sûr qu'il y a des choses qui évoluent et c'est cool de le faire alors que c'est derrière toi parce que du coup, je pense que tu as plein de recul sur la situation. Donc, bon, malheureusement, Oui, et d'ailleurs, ouais. quand on a calé la première date, qu'on a finalement décalé, je n'avais pas encore trouvé de job et je t'avais dit, peut-être ce sera bien parce que la prochaine date, j'aurais peut-être trouvé un job et du coup, je pourrais avoir une chute un peu plus positive. Voilà. Ouais, non, t'as raison, c'est clair et c'est positif et c'est bien de finir, je pense, par du positif. Alors, oula, le chat s'anime, mais je pense que c'est pour merci. Voilà, t'as plein de merci, plein de bravo, effectivement. Merci à tous, merci d'avoir été là et avec plaisir pour ceux qui veulent en discuter. N'hésitez pas à m'envoyer un message sur LinkedIn. Généralement, je suis quelqu'un qui aime bien partager, donc je répondrai avec plaisir à vos questions. Ouais, écoute, merci beaucoup, Claire. Merci pour ce Merci sujet à pas toi. facile, intéressant, cette prise de recul, montrer la difficulté qui se cache derrière ces process, parce qu'on montre souvent les beaux côtés, on montre souvent pas les côtés difficiles, et c'était un côté difficile qui t'a beaucoup appris, et c'est bien de partager ces apprentissages, je trouve, sur un sujet dont on parle très peu, qui est souvent tabou. Donc c'est chouette. Et du coup, j'ai été vraiment heureux et on apprend toujours plein de choses, c'est super riche. Donc voilà, un grand merci à toi. Et voilà, Merci on beaucoup était à plutôt toi contents. Et tu as des merci partout. Donc c'est tip top, je pense. trop cool. Merci d'être resté et d'avoir posé des questions et de vous intéresser. C'est super. À Top. bientôt. Merci Bonne journée, Advisory et puis merci et à une prochaine. Bourbier, sympa. Tout à fait. Yes, Plaisir. yes, c'est bon début dans Salut cette Martin. nouvelle boîte. Salut, bye bye. Merci beaucoup. Bye.